Bonjour, Votre Excellence. Merci d'être aujourd'hui avec nous à la télévision publique de Roumanie. La Tunisie et la Roumanie fêtent ces jours-là 60 ans de relations bilatérales. En quoi consiste cette tradition? Comment est-ce que les deux pays fructifient cette tradition en matière d'échanges économiques et culturels? Merci Madame, bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs roumaines et roumains. Et je suis très heureux de répondre à votre invitation et de vous parler un petit peu de nos relations. C'est vrai qu'ils fêtent cette année leur 60e anniversaire et nous sommes heureux que ce sont des relations exemplaires, amicales, et qui ont traversé et qui se sont consolidées à travers les différentes époques politiques de nos deux pays. Et donc c'est une base très solide sur laquelle il faut construire. Et ma visite aujourd'hui va exactement dans ce sens. Nos rapports, fort heureusement, sont très diversifiés. Ils touchent à tous les secteurs et nous sommes ouverts à les approfondir et à les diversifier davantage. Nous partageons avec la Roumanie beaucoup de points en commun, c'est-à-dire cette ouverture par rapport à l'environnement, par rapport à notre monde, par rapport aux autres populations. Et cette ouverture, en fait, constitue une force. Elle ne doit pas être une faiblesse. Et c'est un atout pour entrer dans le monde de demain. Quels sont plus précisément les objectifs de votre visite en Roumanie? Je ne sais pas, il y a des domaines privilégiés pour cette visite? C'est pour consolider nos rapports. Il y a un dialogue qui est régulier. Il a été un petit peu freiné avec la période du Covid, etc. Il s'agit maintenant, pour les deux pays, nous en sommes d'accord, de reprendre ces rendez-vous à haut niveau. Dernièrement, en juillet dernier, le secrétaire d'État tunisien était ici en visite et c'était très fructueux. Aujourd'hui, c'est moi-même au niveau ministériel. Nous avons la prochaine session de la commission mixte bilatérale qui ne s'est pas réunie depuis plusieurs années maintenant. Il va falloir penser à la mettre en place. Et nous avons la signature de plusieurs accords au cours de ma visite. Le cadre juridique entre les deux pays est déjà bien étoffé, bien riche. Il y a plusieurs accords entre nous et c'est important de les faire fonctionner réellement avec notamment des plans d'action. Mais véritablement, nous avons une relation bilatérale très saine, très fructueuse. Et les discussions que j'ai commencé à avoir et que je vais avoir les 2 jours qui viennent vont me permettre d'approfondir cette coopération entre nos deux pays et de parler de tous les thèmes. Aussi bien les thèmes bilatéraux que aussi un échange de vues au niveau des questions internationales. Qui affecte la marche de notre monde aujourd'hui et d'une façon très profonde quand nous avons en mémoire la situation catastrophique qui est à Gaza. Je sais bien que les jeunes de Tunisie viennent ici étudier. Il y a beaucoup d'étudiants tunisiens en Roumanie. En quel domaine et pour quelles raisons? Pourquoi est-ce qu'ils viennent en Roumanie étudier ici? C'est une composante qui est très importante et c'est un formidable investissement pour consolider les relations bilatérales. D'abord, nous en sommes fiers et nous en sommes très heureux. Il y a plus ou moins 1000 étudiants tunisiens en Roumanie, essentiellement dans le domaine de la médecine ou de pharmacie paramédicale, mais pas seulement. Et c'est une composante forte de la relation bilatérale et qui constitue des ingrédients et un investissement très important pour le futur de nos rapports. Chaque Tunisien qui fait ses études ici sera certainement un excellent ambassadeur pour consolider les liens entre nos deux pays et les liens entre nos deux peuples. Par contre, la Tunisie est une destination touristique, une des destinations touristiques préférées des Roumains. Pourriez-vous nous donner quelques motifs pour lesquels les Roumains choisissent de partir en Tunisie en vacances, par exemple?
C'est vrai, les derniers chiffres montrent que nous sommes un peu plus de 45 000 Roumains qui viennent en Tunisie. C'est très bien, il en faudrait plus. Là aussi, c'est un moyen puissant de rapprocher les peuples, tout en créant de l'activité économique qui va dans l'intérêt des deux pays. La Tunisie est au cœur de la Méditerranée. Sa géographie montre toute l'importance de son histoire. C'est un pays de culture aussi, d'une grande richesse, avec une superficie qui n'est pas très importante, hein, elle a la taille de la Grèce, plus ou moins, mais avec une grande diversité du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'est un pays carrefour entre le nord et le sud de la Méditerranée, et puis entre l'est et l'ouest. Donc il y a beaucoup de raisons pour venir en Tunisie. Et c'est vrai que ce n'est pas moi qui le dis, mais en général, les Tunisiens sont connus pour être un peuple accueillant. Et les non-Tunisiens qui nous visitent sont toujours impressionnés par le fait qu'ils se sentent vraiment chez eux quand ils viennent en Tunisie. Ça, je crois que c'est un point important qu'il faut souligner et qui contrecarre les tentatives de classer la Tunisie comme un pays qui exclut les étrangers, etc., ce qui n'est absolument pas vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Toute notre réputation et notre histoire montrent que nous avons été un carrefour de civilisation et qui intègre les différents peuples. Et, en ce qui concerne les relations économiques entre nos deux pays, parlons un petit peu des investissements mutuels. Il y a un investissement important tunisien en Roumanie, des entreprises roumaines installées aussi en Tunisie. On peut faire encore mieux en nous connaissant davantage, en profitant de toutes les occasions possibles. La Roumanie est un pays membre de l'Union européenne. Nous sommes attachés à l'Union européenne par un accord d'association avec une tradition d'échanges très importants. Plus de 70% des échanges de la Tunisie se font avec les pays de l'Union européenne. Et donc c'est là aussi un bras qu'il faut utiliser et qui aidera certainement à croître, et non seulement les échanges entre nous, mais aussi les investissements. Et les deux pays ont une économie qui est diversifiée, donc c'est là aussi un point important, un point qui permettra d'intensifier nos échanges et qui renforce les intérêts communs. Vous évoquiez tout à l'heure le contexte international, qui est un contexte très délicat de plusieurs points de vue. Ici, en Roumanie, on est à la proximité d'une guerre dont on ne voit pas la fin. Et qui a ébranlé les économies du monde. Est-ce que votre pays, comme tous les autres, subit les conséquences de cette guerre et puis en sachant que la Roumanie est un couloir important de transport pour les blés en provenance d'Ukraine, est-ce que vous avez des discussions là-dessus avec les autorités roumaines? Certainement. L'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie de la Tunisie, mais pas seulement, a été absolument considérable en matière d'approvisionnement de céréales aussi. Hein. C'est un produit de première nécessité en Tunisie. Et si on ajoute à ça la sécheresse que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant en Tunisie, tout ça fait que les pressions en matière d'approvisionnement de céréales sont très importantes, et donc l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie tunisienne est un impact direct et très important. Vous avez évoqué la guerre à Gaza aussi. Là, alors, nous considérons que tous les scénarios les plus sombres deviennent possibles avec ce qui se passe actuellement. Il faut absolument arrêter le massacre d'êtres humains innocents. Il faut absolument que le peuple palestinien recouvre tous ses droits au plus vite. Et nous ouvrons, je pense, nous sommes entrés dans une ère là qui devient très dangereuse pour la sécurité non seulement de la région, mais au-delà aussi. D'ailleurs, les dirigeants des pays du G7 ont appelé, je cite, ont appelé à revenir à un processus de paix plus large en région. Vous savez, pour le moment, on est en train de massacrer. Alors, je ne sais pas quelle place on laisse à la paix, mais pour le moment, ce qui se passe, ce qu'on est en train de voir depuis 60 jours, et plus, c'est le massacre d'innocents, le massacre d'enfants, le massacre de bébés, le massacre de civils, de femmes, le bombardement d'immeubles,
par les armes les plus sophistiquées au monde. Donc l'urgence, c'est d'arrêter tout ça. Est-ce que vous espérez que ce moment-là est proche? Ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question d'attente, d'urgence. Je pense que de plus en plus d'opinions publiques à l'international sont maintenant très conscientes de la dangerosité, du caractère inédit de ce massacre de gens innocents, de Palestiniens innocents à Gaza, qu'il faut absolument arrêter et juste après commencer à donner leurs droits à ce peuple, qu'on ne peut pas continuer à traiter de la sorte après plus de 75 années. Donc la paix est une priorité en région? La paix doit être la première conséquence de l'arrêt du massacre d'innocents actuel, qui est un massacre inédit et qui constitue déjà à ce niveau-là, c'est déjà trop tard aujourd'hui en termes d'impact négatif pour les prochaines générations et pour les années qui viennent, c'est déjà un impact extrêmement négatif. Vous parliez de vos relations de votre pays avec l'Union européenne. On sait qu'en juillet, la Tunisie et l'Union européenne ont signé un accord tout en essayant de réduire le nombre de migrants qu'on pointe de par la Tunisie vers l'Union européenne. Quand même, cet accord n'a pas porté de fruits. Oui, alors ce n'est pas de notre côté. D'abord, c'est un accord qui est en train, du côté tunisien, d'être mis en œuvre normalement. Les réunions, les comités se réunissent et, avec des échéances prochaines en vue. Donc, ce n'est pas du tout de notre côté qu'il y a, disons, un scepticisme. Ce scepticisme, nous l'avons constaté au sein de l'Union européenne pour des questions, pour disons, des dilemmes inter-européens entre eux qui ne nous concernent pas. La Tunisie ne doit pas payer, la question de la migration, et la Tunisie ne doit pas payer les discordances politiques à l'intérieur de l'Union européenne. Nous sommes toujours dans la logique de l'accord du 16 juillet avec 5 piliers, pas que l'immigration, mais plusieurs autres piliers pour rapprocher véritablement nos deux parties et puis pour créer un partenariat qui soit dans l'intérêt des deux parties. Et non pas cette logique qui a prévalu en les derniers temps de on vous donne quelques moyens financiers et vous faites la police en Méditerranée. Ça, nous avons été très clairs que ce n'est pas possible. Ce n'est même pas, nous le rejetons, mais en plus ce n'est pas possible et ce n'est pas efficace. Hein? Le phénomène de la migration est un phénomène mondial, est un phénomène humain. Il ne s'agit pas avec quelques moyens financiers ou de police pour régler cette question-là. Je vous rappelle que beaucoup de grandes économies aujourd'hui ont été construites sur la migration. Donc c'est un phénomène purement humain, mais il doit être canalisé. Et nous avons toujours appelé à une approche globale et à la coopération entre tous les pays concernés. Pour le moment, mis à part un seul pays, nous n'avons pas trouvé beaucoup d'écho. Alors, quel est l'avenir pour cet accord ? De notre côté, nous n'avons aucun problème. Nous poursuivons, nous sommes dans cette logique de partenariat, de respect mutuel, d'égal à égal, de compréhension, de dialogue, d'ouvrir les perspectives de partenariat économique très intéressant. La Tunisie est une économie qui peut offrir beaucoup de potentiel en termes d'investissement, d'énergie verte, etc., de dialogue entre les cultures, de tourisme, d'ouverture, de commerce. Donc il n'y a pas que la migration et il n'y a pas que la police en Méditerranée qui devrait être faite par un seul pays alors que tout le reste sont concernés. Vous savez, nous sommes victimes nous, de ce trafic d'êtres humains en Tunisie et nous ne devons pas payer ce prix-là à cause de notre position géographique qui est très proche de l'Union européenne. Donc nous attendons de nos partenaires et amis européens qu'ils comprennent cette logique-là. Les dirigeants qui sont venus en Tunisie le 16 juillet l'avaient parfaitement compris. La signature de l'accord s'était passée dans une atmosphère formidablement positive. C'est après que les dissensions internes et intra-européennes ont commencé à se faire entendre. Mais nous, de notre côté, nous sommes sereins et nous continuons. Pour nous,
Le partenaire européen est un partenaire très important et nous continuons dans cet esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Et une dernière question pour revenir un petit peu à la guerre Israël-Hamas. Est-ce que vous voyez des conditions de paix dans les conditions, étant donné les actions de Hamas aussi? Je dis que cette guerre-là, et tout le monde le sait, n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait plus de 75 ans que le peuple palestinien est en train de courir derrière le minimum de droits en subissant le maximum de humiliation. Donc il faut que ça s'arrête. Le carnage qui est en train de se passer depuis maintenant 60 jours est en train de a déjà compliqué considérablement la situation. Donc il faut dans l'urgence, aujourd'hui, avant-demain déjà, arrêter ce carnage et pour avoir un minimum d'atmosphère pour pouvoir parler ou évoquer la paix. Je vous rappelle que nous sommes passés par différentes tentatives de processus de paix et nous avons très bien vu que l'autre partie n'était absolument pas intéressée et que sur le terrain, tout se passait pour non seulement la compromettre, mais la rendre impossible. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, merci bien.